Vous fixez l'argent poli, mais le visage qui vous dévisage n'est pas le vôtre. C'est un masque d'un blanc parfait et terrifiant. L'épaisse couche de céruse, une pâte de blanc de plomb et de vinaigre, est fraîche et lourde sur votre peau, un magnifique linceul dissimulant les plaies en dessous. Vos lèvres, teintées d'un rouge brillant et à la mode avec du cinabre, brûlent du poison léger et doux du mercure. Ceci est le prix de la beauté. Ceci est la réalité toxique d'une femme romaine. Et maintenant, nous vous demandons de mettre la vidéo en pause et de vous abonner à notre chaîne. Pour que nous puissions continuer à créer des vidéos similaires, nous devons atteindre 1000 abonnés le plus rapidement possible. Merci. La première fois que Livia vit la vraie beauté, elle était peinte sur le visage de sa mère. Elle n'était qu'une enfant de 6 ans, cachée derrière un lourd rideau de Damas, regardant dans la petite chambre privée où sa mère, Vipsania, accomplissait les rites sacrés du matin. Ce n'était pas un rituel de dévotion aux dieux, mais à une divinité bien plus exigeante et impitoyable, la société romaine. Livia regardait, hypnotisée, tandis que les esclaves, le visage impassible et les mains fermes, se déplaçaient avec l'efficacité silencieuse des prêtresses d'un temple. Elles apportaient un assortiment de pots, de fioles et de palettes de pierre qui scintillaient comme la collection d'un sorcier. Il y avait le pot de céruse, le fondement de toute beauté aristocratique, une substance connue pour être si dangereusement caustique que sa production était laissée aux esclaves les plus sacrifiables, des hommes dont les mains et les poumons seraient rongés par la matière même qu'ils préparaient pour les visages de l'élite de Rome. Livia regarda la servante de sa mère, une femme grecque silencieuse nommée Lyra, tremper un pinceau fin dans la pâte épaisse et blanche. Avec des coups de pinceau experts, elle commença à effacer le vrai visage de Vipsania, couvrant les ridules d'inquiétude autour de ses yeux, la légère rougeur de vie sur ses joues, la carte même de son humanité. Le visage qui émergea était une toile vierge et parfaite d'albâtre, une perfection troublante et inhumaine qui était le comble de la mode. Livia ne comprenait pas la chimie, la mort lente et insidieuse qui était appliquée avec tant de soin, mais elle comprit la transformation. Sa mère, une femme de chair et de sang, devenait une statue, une œuvre d'art, un symbole. Et à ce moment-là, une graine de compréhension, aussi toxique que le plomb lui-même, fut plantée dans le jeune esprit de Livia. Pour être aimée, pour être admirée, pour être une femme de valeur, il faut d'abord être effacé. L'air de la pièce était lourd de l'odeur écœurante de l'eau de rose et du goût âpre et métallique des cosmétiques, une odeur qui resterait à jamais liée dans la mémoire de Livia à la performance de la féminité. Elle vit le col, broyé à partir d'antimoine ou de suie, utilisé pour créer les yeux en amande spectaculaire qui étaient si désirés. Elle regarda Lyra l'appliquer avec une fine tige d'ivoire, une procédure délicate et dangereuse qui pouvait facilement introduire une infection dans l'œil lui-même. Puis vint le fard, une touche vibrante d'ocre rouge, ou, pour les vraiment riches, le tristement célèbre cinabre, un minerai de mercure qui promettait un fard à joues vibrant et durable, mais qui entraînait une dégradation lente et atroce du système nerveux. Livia vit sa mère tressaillir, juste une seconde, au moment où le pigment était appliqué sur ses joues et ses lèvres. Était-ce une pointe de douleur ou un frisson de vanité? Même alors, Livia sentit que les deux étaient entremêlés, un partenariat sombre et nécessaire. Ce rituel quotidien n'était pas seulement une question d'esthétique, c'était une déclaration de statut, un uniforme du pouvoir. Un visage pâle signifiait une vie passée à l'intérieur, à l'abri du travail sous un soleil de plomb des classes inférieures. C'était le témoignage d'une vie de loisir, une vie si privilégiée que l'on n'avait même pas besoin d'exposer son visage aux éléments. C'était un mensonge, bien sûr, un artifice soigneusement construit, mais c'était un mensonge sur lequel toute la structure de leur société était bâtie. Livia se retira du rideau, le lourd tissu étouffant les sons doux de la chambre. Elle toucha sa propre joue, sa peau encore douce et sans fard, et ressentit un désir étrange et nouveau. Ce n'était pas pour la beauté elle-même, mais pour le pouvoir qu'elle semblait accorder, l'autorité silencieuse et inattaquable du visage peint. Elle était trop jeune pour voir la prison dans la perfection, le lent sacrifice caché derrière le masque. Elle ne vit que l'adoration dans les yeux de son père lorsque sa mère émergea enfin, poupée de porcelaine sans défaut, prête à affronter le monde. Alors que Livia s'épanouissait dans l'adolescence, les leçons abstraites de la coiffeuse de sa mère devinrent sa propre réalité vécue. La transition de l'observation à la participation fut un rite de passage aussi important que n'importe quelle cérémonie religieuse. À l'âge de 14 ans, à la veille de ses fiançailles avec un sénateur de 3 fois son âge,
sa mère décréta qu'il était temps. Le monde de l'enfance, avec sa peau hâlée et ses expressions naturelles, devait être rejeté comme une peau de serpent. Livia ne fut pas conduite dans une salle de jeu, mais dans la chambre même où elle avait espionné sa mère. Cette fois, les pots et les fioles étaient pour elle. Lyra, l'esclave grecque, était toujours là, son propre visage désormais gravé des fines lignes du temps, un contraste saisissant avec les masques sans âge qu'elle créait. Les mains de Lyra n'étaient plus aussi fermes, et un léger tremblement trahissait parfois une affliction plus profonde. Une conséquence peut être d'années passées à manipuler les poisons mêmes qu'elle s'apprêtait à appliquer sur le jeune visage de Livia. L'initiation commença par la peau. Pour obtenir la pâleur convoitée, il ne suffisait pas d'appliquer simplement la céruse. La peau elle-même devait être préparée, punie jusqu'à la soumission. Livia endura des masques nocturnes de bouse de crocodile et de lait d'ânesse, des concoctions censées adoucir et blanchir le teint. La puanteur était nauséabonde, un parfum grotesque de décomposition et de luxe qui s'accrochait à ses cheveux et à ses draps. On lui ordonna de se baigner dans de l'eau infusée de plomb, une pratique qui promettait un éclat lumineux mais qui entraînait une paralysie insidieuse des nerfs. Ses poils furent impitoyablement enlevés avec un mélange brutal appelé psilotrum, un agent dépilatoire contenant souvent de l'arsenic, qui laissait sa peau rouge, à vif et suintante, un tourment qu'on lui disait être un petit prix à payer pour la douceur. Puis vint la céruse. La première fois que la pâte froide et lourde toucha son visage, Livia ressentit un profond sentiment de dissociation. C'était comme si sa propre identité était étouffée sous le poids du plomb. La pâte était épaisse et impitoyable, remplissant chaque pore, et son application était une forme d'art en soi. Trop peu, et le rose naturel de sa jeunesse transparaîtrait, signe d'une vitalité vulgaire. Trop, et elle se fissurerait quand elle souriait, une catastrophe sociale. Livia dut apprendre à contrôler son propre visage, à garder ses expressions discrètes et sereines, à devenir la statue vivante qu'avait été sa mère. L'ironie était une lame qui se tordait dans ses entrailles. Pour être perçue comme la femme idéale, elle devait effacer toute trace de la jeune fille vivante qu'elle était. Les maux de tête commencèrent peu après. Au début, c'était une douleur sourde derrière les yeux, facilement rejetée comme la tension des angoisses d'une jeune mariée. Mais ils gagnèrent en intensité, une enclume martelant à l'intérieur de son crâne qui la laissait parfois étourdie et nauseuse. Ses gencives commencèrent à lui faire mal, et un goût étrange et métallique persistait dans sa bouche, une saveur fantôme qu'aucune quantité de vin ou de figues au miel ne pouvait laver. Elle se plaignit à sa mère, qui rejeta ses inquiétudes d'un geste de la main parfaitement manucuré. « Toutes les femmes de qualité souffrent pour leur beauté, mon enfant », avait dit Vipsania, ses propres lèvres peintes au plomb bougeant à peine. « C'est un signe de ta discipline, de ton engagement envers l'honneur de notre famille. » Livia apprit à se taire. Elle apprit que son corps n'était pas le sien. C'était une toile pour les ambitions de sa famille, et sa lente dégradation était une partie nécessaire et tacite du marché. Le monde pour lequel on la préparait était un monde de surface, de jugements silencieux portés dans le vacillement d'un banquet éclairé à la torche. Son esprit, ses pensées, son cœur, tout cela était secondaire. Sa valeur première était écrite sur sa peau, dans un langage de blanc toxique et lumineux. Le mariage fut un chef-d'œuvre de théâtre politique, et Livia en était l'accessoire central et silencieux. Son mari, le sénateur Gélius, était un homme dont le visage était une carte routière de batailles politiques et d'appétits indulgents. Sa peau était tannée et tachetée par le soleil, témoignage d'une vie passée dans le forum public et à la table des banquets. Quand il regardait Livia, ses yeux, obscurcis par les cataractes de l'âge, ne voyaient pas une jeune femme tremblant au bord de la vie. Il voyait un symbole de sa propre virilité et de son statut, un bel ornement pâle pour parer sa maisonnée. Le maquillage de mariage de Livia était le plus élaboré qu'elle ait jamais porté. La céruse fut appliquée en couches plus épaisses que jamais, un masque impeccable de pureté aristocratique. Ses yeux étaient lourdement soulignés de colle, lui donnant un air d'innocence de poupée aux yeux écarquillés qui démentait la terreur qui se levait dans son estomac. Ses lèvres étaient teintées d'un rouge sang profond avec le cinabre le plus cher, une nuance qui parlait de richesse et d'une allure dangereuse et à la mode. Une fine poudre de perles écrasées était saupoudrée sur son visage et son décolleté, captant la lumière et créant une lueur éthérée, d'un autre monde. Elle était, de l'avis de tous, à couper le souffle. Elle était aussi, selon toute norme médicale, un réceptacle de poison ambulant. Le plomb de la céruse s'infiltrait régulièrement à travers ses pores, commençant son voyage insidieux dans sa circulation sanguine, ciblant son système nerveux et ses os,
Le mercure du cinabre était une neurotoxine volatile, et à chaque fois qu'elle se léchait nerveusement les lèvres, elle ingérait une dose minuscule et progressive. L'antimoine de son col était un moindre mal, mais restait un métal lourd avec son propre prix cumulatif. Lors de sa nuit de noces, alors que Gélius tripotait les attaches complexes de sa stola, son haleine lourde de vin aigre, Livia ressentit un détachement profond et glaçant. Le mal de tête constant et léger s'était transformé en une pointe perçante derrière son œil droit. Une vague de nausée, qu'elle avait attribuée à la nervosité, la submergea, et elle dut s'agripper au montant du lit pour se stabiliser. L'homme qui grognait au-dessus d'elle ne lui faisait pas l'amour, mais à l'artifice qu'elle présentait. Il possédait la statue, le symbole, l'idéal au visage pâle de la féminité romaine. La vraie Livia, la jeune fille à la tête lancinante et au goût métallique dans la bouche, en était prisonnière. Dans les mois qui suivirent, sa santé commença un déclin plus notable. Elle souffrait d'accès de coliques débilitantes, de douleurs aiguës et tordantes dans son abdomen qui la laissaient à bout de souffle, et pâle une pâleur qui, ironiquement, était très admirée par les autres épouses de sénateurs qui y voyaient un signe d'une constitution délicate plutôt qu'un empoisonnement systémique. Elle était perpétuellement fatiguée, une lassitude jusqu'à la moelle que les médecins, de vieux hommes qui souscrivaient aux théories humorales d'Hippocrate, diagnostiquaient comme un excès de bile noire, une disposition mélancolique courante chez les jeunes épouses. Leur prescription n'était pas de remettre en question les cosmétiques qui étaient la cause évidente, mais de recommander des saignées et des régimes fades, des traitements qui ne servaient qu'à l'affaiblir davantage. La complicité du corps médical était absolue. Ces hommes, les prétendus gardiens de la santé, étaient eux-mêmes les produits du même système patriarcal. Suggérer que les outils mêmes de la beauté féminine aristocratique étaient la cause de la maladie aurait été de défier le fondement de leur ordre social. C'était impensable. Et ainsi, les médecins devinrent les exécuteurs du système, leur ignorance et leur déférence à la tradition faisant d'eux les agents de la lente destruction de Livia. Ils hochaient la tête d'un air entendu, prescrivaient leurs remèdes inutiles et laissaient Livia aux soins de Lyra, qui réappliquerait consciencieusement les poisons mêmes qui la tuaient. La boucle tragique était complète. La maladie était diagnostiquée comme une faiblesse féminine, et le remède prescrit était de redoubler d'efforts dans la performance de cette féminité. La pression pour produire un héritier commença presque immédiatement. Dans le monde de l'aristocratie romaine, la fonction première d'une épouse était d'assurer la lignée familiale. La beauté de Livia avait scellé l'alliance, son utérus devait la cimenter, mais mois après mois, son corps refusait de coopérer. Ses cycles menstruels, autrefois réguliers, devinrent erratiques et douloureux, une rébellion chaotique contre les toxines qui parcouraient ses veines. Gélius, un homme pour qui l'échec était un concept étranger, devint impatient. Sa fierté initiale pour sa belle et jeune épouse se mua en un ressentiment latent. Les chuchotements commencèrent dans les portiques ombragés du forum et parmi les femmes qui tissaient dans les cours. La nouvelle épouse était-elle stérile? Y avait-il un défaut caché, un déplaisir divin? La honte était un poids physique pour Livia, plus lourd que le plomb sur son visage. Sa mère, Vipsania, commença à lui rendre visite plus fréquemment, son visage un masque d'inquiétude qui cachait mal sa propre anxiété. L'honneur de la famille était en jeu. Pendant ces visites, les rituels de beauté s'intensifièrent, devenant des actes désespérés et frénétiques de supplication. Il ne s'agissait plus seulement de maintenir un statut, mais d'invoquer magiquement la fertilité. De nouvelles concoctions, plus dangereuses, furent introduites. On fit boire à Livia des toniques lacés de jusquiame et de mandragore, de puissants hallucinogènes censés stimuler l'utérus, qui ne la laissaient que désorientée et en proie à des visions terrifiantes. Elle fut soumise à des fumigations, où elle était forcée de s'asseoir au-dessus d'herbes et de minéraux fumants, une pratique qui remplissait ses poumons de fumée âcre et endommageait davantage sa santé déjà compromise. Le lien entre le plomb qu'elle étalait sur son visage et son incapacité à concevoir était une vérité qui restait juste hors de portée de leur compréhension. La science moderne comprend que le plomb est une puissante toxine reproductive. Il imite le calcium, s'incrustant dans les os et perturbant le système endocrinien. Il peut empêcher l'ovulation, nuire au développement d'un ovule fécondé et provoquer des fausses couches et des mortinescences. Livia, en essence, se stérilisait systématiquement elle-même chaque matin. L'ironie était grotesque. Dans sa quête incessante de l'idéal de la féminité romaine, un idéal inextricablement lié à la maternité, elle détruisait la capacité biologique même qui définissait ce rôle. Son corps était devenu un champ de bataille, le désir d'un enfant une pulsion humaine primale,
était en guerre avec l'impératif culturellement imposé de la beauté artificielle. La douleur et la fatigue constante s'aggravèrent. Elle souffrait de tremblements dans les mains, ce qui lui rendait difficile de tenir un stylet ou un fruit. Sa mémoire commença à lui faire défaut de petites manières effrayantes. Elle oubliait le nom d'un esclave de la maison qu'elle connaissait depuis des années ou perdait le fil de sa pensée en pleine phrase. C'étaient les signes classiques de l'empoisonnement chronique au plomb, la paralysie insidieuse du système nerveux, connue sous le nom de saturnisme. Pour son mari et sa famille, ces symptômes n'étaient pas la preuve d'un empoisonnement, mais d'un esprit féminin faible et hystérique. Gellius commença à se moquer ouvertement de ses crises et de ses vapeurs. Il prit une succession d'esclaves saines aux joues roses dans son lit, affichant leur fécondité comme un reproche constant et brutal à l'échec perçu de Livia. Livia, piégée dans sa cage dorée, ne pouvait que regarder. Elle apercevait son reflet dans un miroir de bronze poli et voyait le visage parfait et blanc d'une étrangère, un masque magnifique et serein cachant un univers de douleur, de confusion et de décomposition. Le masque était tout ce qui importait. C'était son armure et sa prison, et elle ne pouvait pas plus l'enlever qu'elle ne pouvait cesser de respirer. Apparaître sans son visage apprêté serait admettre la défaite, se déclarer malade, imparfaite et indigne. Et ainsi, chaque matin, avec l'aide tremblante de Lyra, elle réappliquait le plomb, ajoutant une autre couche à sa propre tombe. La première grossesse se termina au 3e mois. Ce fut une brève lueur d'espoir éteinte dans une vague de sang et de crampes atroces. Livia fut confinée au lit pendant une semaine, le corps faible, l'esprit brisé. Gellius ne lui rendit pas visite une seule fois. Son mécontentement était un silence froid et lourd qui remplissait la villa. Les médecins qui furent appelés claquèrent la langue et parlèrent d'un utérus non réceptif et de mauvaise humeur. Ils la saignèrent de nouveau, la laissant encore plus épuisée et anémique. Personne, pas même Livia elle-même, ne fit le lien entre le plomb qui blanchissait son visage et l'obscurité qui avait réclamé la vie dans son ventre. L'aveuglement culturel était absolu. La quête de la beauté était un devoir sacré, et les outils de cette quête étaient irréprochables. Remettre en question la céruse aurait été aussi hérétique que de remettre en question les dieux. Après son rétablissement, la pression redoubla. Vipsania fit venir un nouveau médecin, un homme sévère d'Alexandrie réputé pour ses traitements de fertilité. Ses méthodes étaient encore plus invasives et bizarres. Il prescrivit un régime composé presque entièrement d'herbes piquantes et de fruits de mer étranges, et força Livia à porter des amulettes remplies de substances nauséabondes. Le rituel cosmétique quotidien se poursuivit sans relâche, fondement non négociable de son existence. Lyra, l'esclave grecque, était maintenant visiblement malade. Une toux sèche et persistante secouait sa frêle silhouette. Ses mains tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine tenir le bâtonnet de Cole. Une ligne bleu-noir permanente était apparue le long de ses gencives, un signe révélateur d'un empoisonnement chronique et sévère au plomb. Livia vit la déchéance de Lyra comme une prémonition terrifiante, un aperçu de son propre avenir. Elle regardait un fantôme. Pourtant, le système dans lequel elles étaient piégées n'offrait aucune échappatoire. Le devoir de Lyra était d'appliquer le poison, et celui de Livia était de le porter. Elles étaient liées dans un lent suicide partagé, un pacte de souffrance silencieux imposé par le monde extérieur à leur chambre. La deuxième grossesse atteignit le 5e mois. Cette fois, un optimisme fragile avait pris racine. Livia avait senti les premiers faibles frémissements de mouvement, une petite conversation secrète qui la remplissait d'un amour féroce et protecteur. Elle commença à rêver d'une vie au-delà de son reflet dans le miroir, une vie définie par autre chose que son apparence. Mais le rêve se mua en cauchemar. Les coliques revinrent en force, ses membres enflèrent, et les maux de tête devinrent aveuglants. Une nuit fiévreuse, elle entra dans un travail prématuré et violent. L'enfant, un garçon, naquit mort et silencieux, son petit corps terriblement parfait et d'un bleu troublant. La sage femme, une femme pragmatique et endurcie, enveloppa le corps et l'emporta avant même que Livia ne puisse le tenir. Le chagrin était une chose physique, une terreur creuse qui s'installa dans son estomac comme une pierre. La réaction de Gellius ne fut pas de la tristesse, mais une fureur froide. Il ne vit pas la mortinatalité comme une tragédie, mais comme une insulte personnelle, un échec de la propriété qu'il avait acquise. Il accusa Livia d'être maudite, d'apporter le mauvais sort à sa maison. Sa cruauté, autrefois voilée d'agressivité passive, devint maintenant manifeste. Il se mit à dîner seul, laissant Livia manger dans ses appartements, assistée seulement par la figure spectrale et tout sautante de Lyra. L'isolement était absolu.
Livia était prisonnière dans sa propre maison, sa seule compagne l'esclave qui était à la fois l'agent et une autre victime de sa lente agonie. Le plomb était maintenant fermement ancré dans son système. Il avait franchi la barrière placentaire, empoisonnant ses enfants dans l'utérus. La substance même qu'elle utilisait pour projeter une image de perfection et de vitalité aristocratique était l'agent de la mort pour sa progéniture. Le paradoxe tragique était complet. Elle était un beau réceptacle, méticuleusement entretenu à l'extérieur, mais à l'intérieur, elle était un dépôt de toxines, incapable de nourrir la vie. Son corps, qui aurait dû être une source de pouvoir et de continuité, était devenu un tombeau. La descente dans la folie ne fut pas une chute soudaine, mais une érosion lente et progressive du moi. Les symptômes physiques de l'empoisonnement au plomb étaient désormais inextricablement liés à une profonde déchéance psychologique. Livia commença à éprouver des crises de larmes incontrôlables, suivies de périodes de calme vide et troublant. Des hallucinations vacillaient à la lisière de sa vision des silhouettes sombres filant le long des couloirs, des chuchotements qui semblaient émaner des murs eux-mêmes. Sa mémoire, autrefois simplement défaillante, était maintenant une ruine en lambeaux. Elle errait dans les pièces de la villa, sans aucun souvenir de la façon dont elle y était arrivée, sa propre maison lui étant aussi étrangère qu'un pays lointain. Gellius, interprétant son état à travers le prisme de la superstition romaine et de son propre ego insensible, la déclara possédée par des esprits malveillants, ou larves. Il voyait sa maladie comme une affliction surnaturelle, une punition pour une transgression inconnue, plutôt que la conséquence physiologique directe des cosmétiques qu'il admirait tant. Ce diagnostic servait parfaitement ses objectifs. Il l'absolvait de toute responsabilité et isolait davantage Livia, la marquant comme une source de contagion spirituelle. Il lui interdit d'assister aux banquets ou de recevoir des visiteurs, l'effaçant ainsi du monde social. Son existence se réduisit aux confins de ses appartements somptueusement meublés, une cage dorée dont les barreaux étaient forgés dans la peur et l'ignorance. Les médecins, quand on les convoquait encore, se tenaient désormais à une distance de sécurité, marmonnant des incantations et prescrivant des rituels de purification au lieu de médicaments. Ils étaient devenus des exorcistes, leur autorité médicale se dissolvant en théâtre sacerdotal. Ils ne prétendaient même plus soigner son corps, ils tentaient de chasser les démons qu'ils croyaient habiter son esprit. L'ironie tragique était que les démons étaient, en fait, des métaux lourds. Le plomb attaquait son cerveau, provoquant une encéphalopathie, un gonflement, et des lésions qui entraînent des troubles cognitifs, des changements de personnalité et des psychoses. Le mercure du cinabre sur ses lèvres aggravait les dégâts, contribuant au tremblement, à la volatilité émotionnelle et à la terrifiante glissade vers la folie. Sa souffrance n'était pas surnaturelle, elle était chimique. Mais dans un monde sans théorie des germes, sans toxicologie, sa douleur très réelle et physique était rejetée comme de l'hystérie féminine, une défaillance spirituelle. Lyra, sa santé complètement ruinée, fut finalement remplacée. L'esclave grec, qui avait été un témoin constant et silencieux de toute la vie adulte de Livia, fut renvoyé probablement pour mourir à l'infirmerie des esclaves, son corps un témoignage des risques professionnels de la beauté aristocratique. Sa remplaçante était une jeune fille effrayée de Gaule qui ne comprenait pas le langage silencieux de la souffrance qui avait existé entre Livia et sa prédécesseur. La nouvelle fille appliquait la céruse d'une main maladroite et craintive, les yeux écarquillés d'appréhension, en peignant le visage de la folle de la maison. Pour Livia, le rituel était désormais le seul point d'ancrage dans une mer de confusion. La sensation du plomb frais et lourd sur sa peau était l'une des rares sensations restantes qui lui semblaient familières. Le masque n'était plus seulement un outil de survie sociale. C'était la seule identité qui lui restait. Quand elle apercevait son reflet, le visage blanc, vide et inhumain était un réconfort. Ce visage serein et immuable était un menteur, mais un menteur constant. Il ne pleurait pas, ne tremblait pas, ne criait pas. Il était parfait. Dans ces moments de lucidité, rares et fugaces comme un rayon de soleil dans une tempête, Livia touchait parfois la surface lisse et peinte de sa propre joue et ressentait une pointe de perte si profonde qu'elle ne pouvait la nommer. C'était la perte d'elle-même. La jeune fille qui s'était autrefois cachée derrière un rideau, regardant sa mère avec l'émerveillement d'une enfant, avait disparu, enterrée vivante sous une montagne de poussière belle et toxique. La fin ne vint pas avec une confrontation dramatique ou un moment de réalisation tragique, mais avec un affaiblissement silencieux et pathétique. Le corps de Livia, ravagé par des années d'empoisonnement systémique, commença simplement à s'arrêter. Elle devint alitée, ses membres trop faibles et tordus de douleur pour la soutenir. La goutte saturnine,
une affection courante de l'élite romaine empoisonnée au plomb, s'était installée, ses articulations se transformant en nœuds douloureux et immobiles. Elle perdit la capacité de se nourrir, ses mains tremblant trop violemment pour tenir une cuillère. Les coliques étaient devenues un feu constant et rongeant dans ses entrailles, et elle ne pouvait garder que des gorgées de vin coupées d'eau. Son monde s'était rétréci aux confins d'un seul lit, les fresques opulentes au plafond de sa chambre étant le dernier paysage qu'elle verrait jamais. Même dans cet état de quasi-effondrement total, la tyrannie de l'apparence maintenait son emprise. Gellius, préoccupé uniquement par la honte d'avoir une femme visiblement en décomposition, ordonna qu'on la garde présentable. La jeune esclave gauloise, sa peur maintenant remplacée par une résignation désensibilisée, venait chaque matin accomplir une parodie macabre du rituel de beauté. Elle calait la forme décharnée de Livia contre les oreillers et appliquait la céruse sur son visage cireux et creusé. Elle peignait les lèvres, maintenant minces et exsangues, du rouge vibrant et moqueur du cinabre. C'était une pantomime grotesque, la peinture d'un cadavre. Livia n'était souvent même pas consciente pendant la procédure, son esprit perdu dans le brouillard de l'encéphalopathie. Mais le masque devait être maintenu. Son identité de femme belle et aristocratique devait être préservée, même alors que la femme elle-même cessait d'exister. Les médecins l'avaient abandonnée depuis longtemps, leurs remèdes inutiles épuisés. Gellius passait maintenant la plupart de son temps dans sa propriété de campagne, se distanciant du miasme de maladie et d'échecs qui s'accrochait à sa villa de la ville. Livia fut laissée aux soins des esclaves, un objet oublié dans une pièce silencieuse. Sa mort, quand elle survint, fut une miséricorde. Sa respiration devint superficielle, son corps, après avoir lutté si longtemps, finit par se rendre. Elle mourut seule. Dans la faible lueur d'une lampe à huile, son visage un masque parfait et blanc. La cause officielle du décès, telle qu'enregistrée par un médecin qui ne l'avait pas examinée depuis des mois, fut une maladie dégénérative de l'utérus, un diagnostic suffisamment vague et féminin qui rejetait la faute directement sur les défaillances perçues de son propre corps. Il ne mentionnait rien du plomb, du mercure, de l'arsenic, de l'empoisonnement lent et méthodique qui en avait été la véritable cause. Ses funérailles furent grandioses. Gellius, toujours politicien, comprenait l'importance du deuil public. Il ne regarda pas à la dépense. Le corps de Livia fut exposé sur un lit de cérémonie, vêtu de la plus belle soie, son visage, bien sûr, parfaitement peint. Les personnes en deuil qui défilèrent devant parlèrent à voix basse de sa beauté délicate, de sa vie tragique et sans enfant, et de la terrible fragilité de la constitution féminine. Ils contemplèrent le masque serein et blanc et y virent l'idéal de la féminité romaine. Ils ne virent pas la victime d'un système brutal et implacable. Ils ne virent pas une femme dont le corps avait été un désert chimique, dont l'esprit avait été brisé, et dont les enfants avaient été empoisonnés avant de pouvoir respirer. Ils ne virent que l'artifice, car l'artifice était tout ce qui devait être vu. La vérité de la vie de Livia, l'histoire atroce de son lent empoisonnement, fut enterrée avec elle, cachée pour toujours derrière un magnifique et mortel masque de blanc de plomb. L'histoire de Livia n'est pas une anomalie. C'est un archétype brutal. Pour chaque impératrice comme Popée, célèbre pour ses masques aux Lédanès, il y avait des milliers de Livias anonymes, des femmes patriciennes piégées dans la même cage dorée et toxique. Leur souffrance était le coup silencieux et non enregistré de l'obsession du patriarcat romain pour un idéal fabriqué. C'était une société qui pouvait concevoir des aqueducs s'étendant sur des kilomètres, un système juridique qui influencerait le monde pendant des millénaires, et une armée qui pouvait conquérir des continents, et pourtant elle restait volontairement aveugle aux poisons étalés sur les visages de ses propres filles et épouses. La complicité était systémique, une conspiration du silence qui s'étendait des mines d'esclaves où le plomb était récolté aux médecins qui diagnostiquaient mal les symptômes inévitables. Les hommes qui ont écrit les histoires, des poètes comme Ovide qui écrivirent des guides sur les cosmétiques, voyaient l'artifice comme un aspect charmant, bien que parfois trompeur, du mystère féminin. Ils parlaient de la femme cultivée, la femme qui améliore la nature. Ils ne voyaient pas, ou refusaient de reconnaître, que cette amélioration était une forme d'automutilation, un suicide lent et insidieux sanctionné et encouragé par la culture même qui prétendait adorer ces femmes. Les médecins, liés par les théories humorales erronées de leur temps, interprétaient les signes d'empoisonnement aux métaux lourds, les coliques, la paralysie, la folie comme des défaillances typiquement féminines. Le saturnisme chez les hommes, souvent contracté par des amphores à vin doublés de plomb ou des conduites d'eau, était parfois correctement identifié.
Mais chez les femmes, les mêmes symptômes étaient invariablement diagnostiqués comme de l'hystérie, un utérus baladeur ou une disposition mélancolique. Le corps féminin était considéré comme intrinsèquement instable, un réceptacle fuyant et mystérieux, et ces maladies étaient interprétées comme des défaillances morales ou émotionnelles, plutôt que des réponses physiologiques à des toxines environnementales. Cette misogynie médicale fournissait la couverture parfaite pour les secrets mortels de l'industrie de la beauté. Elle créa une boucle de rétroaction de la souffrance. Plus une femme devenait malade à cause des cosmétiques, plus son état était considéré comme la preuve de sa faiblesse féminine inhérente, une faiblesse qui ne pouvait être masquée que par davantage de cosmétiques. Il nous reste un écho historique obsédant. Nous excavons les villas de Pompéi et d'Herculanum et trouvons les petits pots en verre de Céruse, le contenu encore intact, témoignage silencieux de cette vanité mortelle. Nous analysons les os des cimetières romains et trouvons des concentrations de plomb grotesquement élevées, en particulier dans les squelettes des femmes riches. La preuve est là, écrite dans les restes même des morts. Elle raconte l'histoire d'une société qui valorisait l'apparence de la pureté et de la santé féminine au détriment de leur réalité. Elle parle d'un monde où le visage d'une femme n'était pas le sien, mais une toile publique sur laquelle le statut de sa famille était peint. Le prix pour un coup de pinceau imparfait, une surface fissurée ou une réalité non masquée était l'oubli social. Le coût ultime, pour tant de femmes, était la vie elle-même. La tragédie de Livia est la tragédie d'un système qui exigeait des femmes qu'elles soient à la fois des ornements et des réceptacles pour la procréation, tout en promouvant une norme de beauté qui faisait de ces deux rôles un lent chemin vers la destruction. C'est une sombre réflexion sur le coût humain de l'artifice, et un rappel glaçant que les prisons les plus dangereuses sont souvent celles que l'on nous apprend à voir comme belles. L'héritage insidieux de ces habitudes toxiques n'est pas mort avec la chute de Rome. Il a serpenté à travers les siècles, changeant de forme mais pas de nature fondamentale. L'ère élisabéthaine a vu les cours européennes adopter une pâleur fantomatique, la reine Élisabeth Ier elle-même utilisant un cosmétique appelé Céruse de Venise, un descendant direct de la formule romaine, un mélange corrosif de blanc de plomb et de vinaigre. Elle aussi a souffert des signes révélateurs de l'empoisonnement au plomb, perte de cheveux, détérioration de la peau et accès de maladies graves, tout en présentant une image publique de perfection éternelle, presque surnaturelle. Le désir d'un teint pur et blanc, symbole de loisir et de pureté raciale, a continué à pousser les femmes à blanchir leur peau avec du plomb, de l'arsenic et des composés à base de mercure jusqu'au XIXe siècle. Le chic de la consommation de l'ère victorienne, où un air pâle et fragile était considéré comme le summum de la beauté féminine, était souvent obtenu par l'empoisonnement subtil et domestique de gaufrettes contenant de l'arsenic, vendus sous le prétexte d'être des embellisseurs de teint. Ces produits promettaient de donner aux yeux un éclat brillant et à la peau une pâleur translucide, imitant les symptômes de la tuberculose, une maladie qui était morbidement romancée à l'époque. Les parallèles avec Rome sont glaçants. Dans les deux époques, une norme de beauté était promue qui était, en essence, une performance de la maladie, une lente autodestruction au nom de la mode. Le système de complicité a également perduré. Pendant des siècles, médecins, chimistes et marchands ont continué à profiter de la vente de ces poisons connus, les commercialisant souvent avec des affirmations pseudo-scientifiques, tout en ignorant les preuves croissantes de leurs effets dévastateurs. Tout comme à Rome, les victimes étaient souvent blâmées pour leurs propres souffrances, leurs maladies rejetées comme de la vanité ou de la faiblesse féminine. Les voix de ceux qui mettaient en garde contre ces pratiques étaient fréquemment étouffées par les puissantes forces économiques et culturelles qui maintenaient le statu quo. Ce n'est qu'avec l'avènement de la chimie moderne et d'un environnement réglementaire plus robuste au XXe siècle que les ingrédients les plus manifestement toxiques ont commencé à être systématiquement retirés des cosmétiques grand public. Pourtant, le fantôme de l'idéal de beauté romain persiste. Le concept central que le visage naturel d'une femme est un défaut à corriger, une toile à repeindre, reste un puissant courant sous-jacent dans l'industrie de la beauté moderne. Le langage est passé de blanchissant à éclaircissant, de céruse à fond de teint, mais l'objectif fondamental de créer une surface uniforme, impeccable et souvent inatteignable demeure. Nous avons être troqué le plomb et le mercure contre des produits chimiques moins toxiques, mais la pression psychologique pour se conformer à une norme artificielle est sans doute plus omniprésente que jamais, amplifiée par les images numériquement modifiées des réseaux sociaux. L'histoire de Livia n'est donc pas seulement un chapitre sombre d'un passé lointain,
C'est une mise en garde. Elle révèle à quel point l'esthétique d'une culture peut être profondément liée à ses angles morts et à ses cruautés. Elle démontre comment la beauté peut être instrumentalisée, transformée en un outil de contrôle social qui encourage les femmes à participer à leur propre subjugation, à s'empoisonner littéralement dans la poursuite d'un idéal conçu par un système qui ne valorisait ni leur santé ni leur vie. C'est un rappel brutal que quand une société prise le masque plus que la personne, le coût est toujours payé par celle qui est forcée de le porter, une dette réglée dans le silence, la souffrance, trop souvent dans une mort prématurée. Le fardeau psychologique de ce rituel quotidien peut être l'aspect le plus terrifiant mais le moins documenté de tout le phénomène. Imaginez la dissonance cognitive requise pour vivre la vie de Livia. Savoir, à un certain niveau, que la substance que vous appliquez est un poison, un fait compris par les esclaves qui le traitaient et suggéré dans les écrits de philosophes naturels comme Pline l'Ancien, et pourtant l'appliquer chaque jour. Ressentir les maux de tête, les nausées, la paralysie insidieuse dans votre propre corps, et s'entendre dire par tout votre entourage, de votre mère à votre médecin, que c'est normal, que c'est le prix de la féminité. Ce n'est pas simplement un régime de beauté, c'est une forme de détournement cognitif systématique, un lavage de cerveau culturel si complet qu'il force la victime à devenir une complice volontaire de sa propre destruction. Le rituel lui-même devient une forme d'addiction. Le masque de Céruse cache les dommages mêmes qu'il crée. Comme le plomb provoque des ulcères cutanés, une décoloration et une décomposition, la seule solution est d'appliquer une couche plus épaisse de plomb pour cacher les imperfections. La victime se retrouve piégée dans un cycle de dépendance, tributaire du poison pour dissimuler les preuves de son propre travail. Le visage dans le miroir, le masque blanc parfait, devient une source à la fois de réconfort et de terreur. C'est le visage de son identité sociale, le visage qui lui vaut l'approbation de son mari et l'admiration de ses pairs. Mais c'est aussi le visage de son assassin. Cet acte quotidien d'auto-effacement mènerait inévitablement à une profonde perte de soi. Qui est Livia? Est-ce l'être humain pensant, ressentant et souffrant sous la peinture? Ou est-ce la statue sereine et impeccable que le monde voit? Avec le temps, ces deux identités deviendraient impossibles à réconcilier. Le masque commencerait à sembler plus réel que le visage qu'il couvrait. Les changements de personnalité induits par l'empoisonnement au plomb, l'irritabilité, la dépression, la paranoïa brouilleraient encore plus les lignes. À mesure que son esprit commencerait à se décomposer, son sens de soi se fragmenterait. Elle regarderait ses propres mains tremblantes et ne les reconnaîtrait pas comme les siennes. Elle entendrait son propre discours confus et aurait l'impression qu'une étrangère parle. C'est l'horreur ultime de sa condition. Ce n'était pas seulement un empoisonnement du corps, mais un démantèlement de l'âme. Le système ne fournissait aucun langage pour sa souffrance. Quand elle ressentait les coliques abdominales, c'était un utérus baladeur. Quand son esprit vacillait, c'était de l'hystérie. Sa douleur légitime et physiologique était constamment réinterprétée comme une défaillance psychologique ou morale inhérente à son sexe. Elle était piégée dans une prison sémantique, incapable même d'articuler sa propre réalité d'une manière qui serait crue. Sa douleur était réelle, mais sa culture la rendait illégitime. Cette invalidation constante est une forme de torture psychologique. Être à l'agonie et s'entendre dire que votre agonie n'est pas réelle ou qu'elle est de votre faute suffit à rendre n'importe qui fou, même sans le fardeau supplémentaire des neurotoxines. Dans ces dernières années, Livia, errant dans sa villa dans un état de confusion, était l'incarnation vivante de cette torture. Le masque magnifique et vide de son visage était une métaphore parfaite de son état intérieur. Une coquille vide, la personne à l'intérieur effacée, réduite au silence et oubliée bien avant que son corps ne lâche finalement. La véritable tragédie est qu'elle est morte sans jamais comprendre ce qu'on lui avait fait. Elle est morte en croyant qu'elle était défectueuse, maudite ou folle. Elle n'a jamais su qu'elle était, en fait, victime d'un empoisonnement délibéré et systématique, une victime d'une guerre menée sur la surface du corps des femmes, une guerre dans laquelle la beauté était l'arme, et le silence la blessure la plus mortelle.